Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, le voici, pardon, Messieurs les membres de l'Académie, permettez-moi d'abord de vous remercier et de vous dire que c'est un grand honneur pour moi d'avoir été invité à l'initiative de Monsieur Beaulieu et je dois le dire à l'initiative d'un de mes collègues et d'un de nos collègues urologues belges mais travaillant en France depuis maintenant pas loin d'une quinzaine d'années je pense. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Et c'est lui qui avait suggéré mon nom à M. Beaulieu, pensant qu'effectivement, avoir l'avis d'un Français toujours exerçant en Belgique était peut-être plus approprié que celle d'un Belge exerçant en France depuis 15 ans. Alors évidemment, je m'en excuse aussi après la superbe présentation de M. Charma, le professeur Charma. Moi, je vais un petit peu aborder avec vous des problèmes de riches. On n'a pas tout à fait la même façon d'exercer notre médecine. Alors j'entendais le professeur Dubois. J'ai aussi une petite anecdote. Un jour, j'étais au Vietnam en train de faire une intervention, une laparoscopie pour une prostate, puisque je suis donc urologue à Bruxelles. Et puis j'avais un écran de télévision, un vrai téléviseur. Et jusqu'à ce que l'anecdote que je vais vous raconter en 2 secondes m'arrive, je pensais que cet écran de télévision pouvait faire office effectivement de moniteur, jusqu'au moment où j'étais en train de faire la dissection du col vésical, et puis j'ai d'un seul coup un match de football sur l'écran, et je ne vous cache pas que j'ai été très perturbé. Ça a été un peu paniquant pendant les quelques secondes qui ont nécessité d'abord l'arrêt de la manipulation et puis la récupération de l'image intracorporelle. Bien, la Belgique, vous connaissez probablement, en tout cas en France et en tant que Français, moi je pensais connaître quand je suis arrivé à Bruxelles en 1993, maintenant je dois me concentrer pour ne pas dire 93. Et donc la Belgique, un petit pays outre-Quiévrain, 10 millions d'habitants, 60% de ses habitants sont flamands, donc néerlandophones, parlent le hollandais, ou proche en tout cas du hollandais. Il ne faut surtout pas leur dire qu'ils parlent le hollandais parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis il y a différents dialectes en fonction des régions. Et puis 40% de francophones. Et puis vous voyez en vert Bruxelles qui est finalement une enclave francophone en terre flamande, ce qui attise évidemment toutes les conflits potentiels linguistiques de différentes obédiences autres en Belgique. Le climat actuel politique en Belgique n'est pas très très favorable, même si j'en parlais tout à l'heure avec M. Mourican, la Belgique a quand même montré effectivement à l'Europe que sans gouvernement, puisqu'on a été capable quand même pendant près de 600 jours de ne pas avoir de gouvernement, finalement la gestion des affaires courantes, tout se passait pas si mal. Depuis qu'on a un gouvernement, les affaires reprennent. Alors juste pour vous dire que la Belgique est divisée en plusieurs régions. Ça a son importance parce que si on aborde directement ce qui concerne la formation, et je passerai un petit peu de temps sur la formation de nos chirurgiens, de nos médecins et de nos chirurgiens, cette formation, elle est liée et elle dépend à la fois du ministère de la Santé, qui va être organisé, qui organise en fonction des spécialités des commissions d'agrément, donc qui regroupent différents professeurs d'université, mais qui sont sous l'agrément de la ministre de la Santé. Et puis 7 universités. Il y a 7 universités en Belgique, et donc 7 facultés de médecine. Il y a 4 facultés flamandes, l'université d'Anvers, l'université de Gand, l'université de Bruxelles, l'université libre de Bruxelles flamande, parce que vous verrez qu'il y a son alter ego dont je suis issu, qui est l'université libre de Bruxelles francophone, et puis celle qui est l'une des plus anciennes universités européennes, et en tout cas avec Heidelberg, et en tout cas la plus ancienne en Belgique, qui est la KUL, qui est donc à Leuven, la Katholieke Universiteit van Leuven. Et puis donc trois universités francophones, l'Université catholique de Louvain, au milieu des années 70, les francophones ont dû quitter Leuven et donc s'installer à Louvain-la-Neuve, comme son nom l'indique, et la faculté de médecine ainsi que l'hôpital académique, les cliniques universitaires Saint-Luc, sont toujours par contre basés à Bruxelles. Donc l'Université catholique de Louvain, la médecine est à Bruxelles, l'Université de Liège et puis l'Université libre de Bruxelles. Et donc cette formation, elle dépend d'un double système. Alors déjà, ce qui est important, c'est de savoir que jusqu'en 2012, et donc les études de médecine en Belgique duraient 7 ans, et pas 6 comme en France.
Depuis la dernière rentrée, maintenant, et avec les accords de Bologne, eh bien, les études de médecine vont enfin durer que 6 ans. Donc, visiblement, on était un petit peu plus lent en Belgique, il fallait 7 ans et pas 6. Si on s'attaque à la formation spécialisée en chirurgie, eh bien, elle est de 6 ans. Elle est de 6 ans, elle va comprendre un enseignement pratique et un enseignement théorique. Alors, l'enseignement pratique, je ne vous apprendrai rien. Les stages sont en général des stages, non pas de 6 mois comme en France, mais des stages d'1 an, minimum d'1 an dans un service. On pourra le revoir. En fin de deuxième année, suite à un enseignement interuniversitaire, il y a un examen qui doit absolument être validé pour pouvoir obtenir son diplôme de chirurgien en fin de 6e année. Et il y a également un deuxième examen en fin de 6e année qui va permettre d'avoir le titre de chirurgien général. Alors en plus de ça, la formation pratique donne lieu à l'évaluation de carnets de stage reprenant les différentes activités tant pratiques qu'au niveau scientifique au cours de leur cursus par les différents candidats. Et donc la commission d'agrément, c'est pour ça que j'ai mis en italique ministériel, la commission d'agrément qui est nommée par la ministre et qui reprend différents intervenants des différentes universités. On a une commission d'agrément, j'ai oublié de vous dire, au ministère francophone et une commission d'agrément flamande. Dans le lot, je n'ai pas parlé de la communauté germanophone, parce qu'il y a aussi une communauté germanophone en Belgique, il y a à peu près 350 000 personnes, qui est, comment dirais-je, amalgamée avec la communauté francophone, pour ce qui est du ministère en tout cas. Et donc, par contre, le master complémentaire en chirurgie répondant aux critères de Bologne, nous fait imposer à nos docteurs, enfin à nos chirurgiens, futurs chirurgiens, la rédaction et la soutenance d'un mémoire en fin de 6e année. Et ils doivent également avoir fait, au minimum pendant leur cursus, état soit d'une présentation orale dans une société scientifique, nationale ou internationale, et, si possible, j'ai mis où, mais les nouveaux critères, aujourd'hui, on est en train de les revoir et on va demander qu'il y ait au moins une publication, c'est la moindre des choses, une publication au cours de leur formation, donc au cours de 6 ans, publication dans une revue nationale ou internationale, si possible, à comité de lecture, bien entendu. Et donc, après ces 6 ans, eh bien, nos jeunes résidents vont avoir un diplôme de chirurgie générale. Ils seront donc chirurgiens généraux. Il n'y a pas encore en Belgique d'appellation de spécialité haut, de surspécialité. Donc c'est au cours de votre formation, en général lors de l'avant-dernière ou de la dernière année, et dans les années, une fois que vous êtes nommé, vous avez votre reconnaissance en chirurgie générale, que vous allez développer une spécialisation, une surspécialisation, par exemple en chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, chirurgie thoracique. Et donc vous avez un diplôme de chirurgie générale. Donc, il y a des filières complètes, par contre, qui ne vont pas donner lieu à un diplôme de chirurgie générale, qui sont l'orthopédie, la neurochirurgie, qui est en fait un cursus de 5 ans au sein duquel il faudra passer une année dans un service de neurologie médicale, et puis l'ophtalmologie, qui est un petit peu à part, mais qui n'a pas besoin, effectivement, de chirurgie générale en tronc commun. Et puis, vous avez 2 spécialités, comme l'urologie et la chirurgie plastique, je parle bien de la chirurgie plastique, qui, elles, vont bénéficier d'un tronc commun de 2 années en chirurgie générale, qui semble tout à fait indispensable, bien entendu. Alors probablement un peu sur le modèle du DES en chirurgie ici en France. Là encore, nos résidents en urologie ou en chirurgie plastique doivent passer et valider au ministère l'examen de fin de seconde année. Donc ils vont suivre l'enseignement interuniversitaire également au cours de ces 2 premières années. Et puis ils vont ensuite entamer 4 années de formation spécialisée, donc pour devenir soit urologue, soit plasticien. Là encore, il y aura une évaluation de leur évolution au sein de la commission d'agrément ministériel à la lecture de leur carnet de stage, reprenant encore une fois le nombre d'activités, le type d'activité, l'exhaustivité aussi de leur activité chirurgicale au cours de leur apprentissage, et puis leur pratique scientifique. Nous disposons au sein des universités francophones, donc Liège, l'UCL et l'ULB, d'un enseignement interuniversitaire que nous organisons nous-mêmes, ce qui n'existe pas, il n'y a pas le pendant en Flandre actuellement.
ce qui nous permet de nous réunir tous les 3 mois à l'occasion d'un week-end, un petit peu sur le modèle du collège d'enseignement d'urologie en France. Eh bien, on réunit nos différents assistants sur un week-end, un peu moins d'un week-end, avec différentes thématiques de l'urologie pour l'enseignement. Chaque année, nous tenons toujours, pour ce qui est des 3 universités francophones, à organiser un examen annuel qui est pas un examen, qui est surtout un examen qui n'est pas validant, qui n'est pas classant, en tout cas certainement pas, qui doit être validé, mais qui peut donner lieu à un repêchage, c'est-à-dire qu'on peut refaire passer l'épreuve dans le mois qui suit si jamais l'étudiant n'a pas obtenu la note de 12 sur 20. Là encore, que ce soit pour la plastique ou pour l'urologie, en fin de formation, un mémoire et une publication dans une revue à comité de lecture sont demandés, sont indispensables. Alors, vous le savez probablement, il y a un souci d'harmonisation au niveau européen. Malheureusement, il n'est pas encore du tout abouti et il y a encore pas mal de divergences concernant le type de formation à apporter à nos jeunes chirurgiens. D'abord, est-ce qu'il faut encore former des chirurgiens généraux? Est-ce qu'il ne faut pas directement aller à une formation ultra spécialisée? Comme je vous l'ai dit, et je le souligne à nouveau, faut-il introduire des formations spécifiques? Encore une fois, en Belgique, ces formations spécifiques, elles vont intervenir simplement sur le bon vouloir et la motivation du candidat. C'est-à-dire qu'après, en 5e ou 6e année, et après, à partir du moment où il trouve évidemment un emploi dans un hôpital qui peut lui apporter cette formation, eh bien, il va se spécialiser en chirurgie pédiatrique ou en transplantation ou en chirurgie cardiaque. Alors, il est évident que quelqu'un qui veut faire de la chirurgie cardiaque, eh bien, non seulement il va faire ses 6 années de chirurgie générale, il sera évidemment passé dans un service où il aura entre guillemets côtoyé la chirurgie cardiaque, et il lui faudra plusieurs années avant de pouvoir véritablement être chirurgien cardiaque et avoir une reconnaissance pour exercer la chirurgie cardiaque. Donc clairement, il n'y a pas de consensus au niveau belge et non plus au niveau européen. Alors au niveau belge, c'est l'occasion d'avoir toujours des tas de débats avec non seulement entre confrères francophones, mais avec nos confrères flamands, ce qui n'est pas toujours facile, surtout actuellement, où on n'est pas toujours d'accord sur beaucoup de plans, et même sur ce plan-là, qui concerne quand même la formation de nos jeunes chirurgiens. Il est difficile en plus, compte tenu non seulement des lourdeurs administratives et ministérielles, qui là, je pense que ce sont les mêmes en Belgique qu'ailleurs, eh bien d'arriver à réagir et à tenir compte des impératifs de la formation, je dirais presque en temps réel. Alors qu'en est-il de la démographie en Belgique, après avoir parlé et passé du temps sur la formation? Eh bien, vous voyez, au 31/12/2010, on comptait en Belgique un peu moins de 41 000 médecins. Là-dedans, j'ai repris tous les professionnels en droit de prester et ceux qui effectivement sont en pratique. Et donc, en pratique, en fin 2010, étaient recensés 31 815 médecins, dont 13% étaient des médecins en formation, donc des étudiants en médecine, en voie de spécialisation ou non. Et donc, ce qui nous fait une densité médicale de 29 médecins pour 10 000 habitants. Un an plus tard, vous voyez que l'évolution, il y avait 1% de médecins en plus, tout confondu. Alors si on regarde au niveau chirurgical, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc au 31/12/2010, en Belgique, vous aviez au total de 7 217 chirurgiens, dont 5 916 pratiquaient effectivement la chirurgie, et 20% de résidents en chirurgie en voie de spécialisation chirurgicale, ce qui nous fait une densité de 5,5 chirurgiens pour 10 000 habitants, ce qui n'est pas très très important. Et alors un an plus tard, on avait une augmentation globale de 2%. Alors clairement, les disciplines qui sont le plus représentées en Belgique sont la chirurgie générale, ça se conçoit puisque les gens se spécialisent après, l'ophtalmologie, j'en parlerai pas, l'orthopédie, l'urologie, la plastique et la neurochirurgie. Alors si j'ai pris 2 exemples, pour la chirurgie générale,
Je n'avais pas de chiffres pour 2011 ni 2012 encore. Mais donc 1652 chirurgiens au total, dont 1261 en pratique et 264, donc 20% de nos chirurgiens sont en formation à la fin 2010, ce qui fait une densité de 1,2 chirurgiens pour 10 000 habitants. Et en fin d'année 2011, on avait une augmentation de 1% de l'ensemble des chirurgiens. Et pour l'urologie, je me suis permis de mettre l'urologie, étant en plus secrétaire de la Société belge d'urologie, j'avais accès assez facilement à ces chiffres. Et donc 403 urologues fin 2010, dont 355 en pratique réelle et 64 résidents en urologie, ce qui fait 18% des membres de la Société belge d'urologie. 18 belge d'urologie, sachant que ces sociétés, ça j'ai oublié de vous le dire, sont évidemment regroupées, enfin évidemment non, il n'y a rien d'évident, mais sont regroupées en sociétés régionales linguistiques. Et certaines disciplines, comme l'urologie ou comme la chirurgie générale ou comme l'orthopédie, ont une instance qui, entre guillemets, essaye de réunir les membres de ces différentes sociétés scientifiques et qui donc est une société nationale. Donc nous avons une société francophone régionale d'urologie, une société néerlandophone d'urologie, on a la même chose pour la chirurgie générale, et puis une entité qui essaye de couvrir un petit peu au niveau national, où la langue cette fois n'est pas le flamand ni le français, mais l'anglais, pour que chacun puisse se comprendre et que personne n'ait l'impression de devoir faire un effort, ce qui fait que tout le monde fait l'effort finalement. Puisque, je rappelle, moi je suis un tout petit peu excusé, même si après 20 ans j'exagère un peu, mais il y a 3 langues nationales quand même en Belgique. Il y a sans ordre de priorité, il y a le français, le flamand et puis l'allemand. Donc si vous venez vous marier à l'hôtel de ville à Bruxelles, eh bien les consentements devront être donnés dans les 3 langues. Donc ça nous fait aujourd'hui, en tout cas il y a un peu moins d'un an, 418 urologues en Belgique. Oui, ça prend un petit peu de temps. Donc la répartition des activités, à peu près 20% des chirurgiens travaillent dans nos hôpitaux universitaires. Donc ce que j'entends par hôpitaux universitaires, c'est les hôpitaux académiques, donc qui sont les hôpitaux liés directement à l'université, sachant que chaque université a, tant bien que mal, en fonction des universités, essayé de développer des réseaux, évidemment, de correspondants avec des hôpitaux régionaux hors Bruxelles ou dans Bruxelles. 80%, et ça fait partie de la législation, pour être hôpital universitaire ou académique, il faut au moins avoir 70-70% de ces médecins qui sont salariés à temps plein. Donc globalement, 80% des chirurgiens qui travaillent dans les hôpitaux universitaires sont salariés et travaillent à temps plein. Et vous voyez, 20% sont consultants, donc viennent passer quelques demi-journées ou quelques journées dans nos hôpitaux et travaillent sinon dans d'autres structures privées. Alors bien entendu, c'est une lapalissade que dire que nous avons une triple mission dans ces hôpitaux universitaires. Et bien entendu, les soins apportés aux patients en priorité, mais également charge d'enseignement et charge de recherche, ce qui fait nous avons de plus en plus de difficultés à retenir des médecins et des chirurgiens en particulier, parce que, j'y reviendrai tout à l'heure, mais la pression économique notamment et de nos autorités est de plus en plus difficile. Il y a une obligation de rendement importante. Et malheureusement, même si les universités sont subsidiées compte tenu de leurs recherches, eh bien, ça prend de plus en plus de temps et c'est de plus en plus difficile d'arriver à motiver en tout cas des jeunes qui, au bout d'un certain temps, préfèrent aller effectivement, non pas essayer d'aller rouler en Rolls-Royce, parce que ça, même en Belgique, qui pourtant semble être un paradis fiscal, on n'y arrive plus beaucoup, même si on est un grand chirurgien général ou autre réputé. Mais enfin, globalement, la qualité de vie semble effectivement peut-être de prime abord plus simple au quotidien. Et puis donc 80% donc, de nos chirurgiens, ils travaillent en dehors des hôpitaux généraux, des hôpitaux académiques. Alors là, par contre, la plupart d'entre eux sont indépendants ou libéraux, comme on dit en France. Donc évidemment, le système est un petit peu différent en fonction. Alors il peut y avoir des adaptations locales où les directions hospitalières peuvent prendre en charge, notamment les assurances responsabilités civiles, professionnelles ou autres. Enfin, globalement, ça nécessite également. Alors,
clairement pas le choix entre l'intervention la moins chère et l'intervention la plus chère. Mais enfin, il y a quelques années, quand j'étais encore en formation, je voyais de temps en temps, on voyait encore à la fin d'une intervention le cahier avec reprenant les différents codes liés aux interventions, dire bon, qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qui rapporte, qu'est-ce qui ceci. Bon, ça, aujourd'hui, j'espère que ça disparaît quand même, parce que c'était quand même pas très glorieux. Mais clairement, le problème auquel sont confrontés également les hôpitaux non universitaires, eh c'est le problème de la masse critique en termes de lits. Et donc, on assiste aujourd'hui à un regroupement de différents sites. Le problème de la Belgique également, quand je parlais de problème de riches, c'est que la Belgique, non seulement vous avez pour faire simple, les francophones et les néerlandophones, mais vous avez aussi les catholiques et les non-catholiques. Et en Belgique, on n'a pas encore tout à fait dissocié le pouvoir séculier du pouvoir clérical. Et donc, le plateau technique est très bon, voire même excellent, pour la bonne et simple raison que sur un petit pays, tout est multiplié par 4. C'est-à-dire qu'un hôpital francophone catholique aura son pendant néerlandophone non catholique, mais néerlandophone catholique également. Et donc si vous allez, j'y reviendrai tout à l'heure, je ferai un petit aparté, mais si vous installez un scanner dans un hôpital francophone catholique, il n'est pas question de ne pas installer en face, au coin de la rue, dans l'hôpital. Voilà. Donc ça pose un problème, et évidemment aujourd'hui les hôpitaux généraux, la masse critique est un peu... Donc ils se réunissent, ce qui est pas plus mal, d'autant plus on va quand même vers une surspécialisation maintenant de disciplines chirurgicales, et donc le but pour eux est de développer des pôles d'attractivité tout en essayant de rester rentable, et on verra le développement notamment de la chirurgie ambulatoire. Alors juste une toute petite diapositive pour vous donner un petit aperçu des revenus bruts hospitaliers. Alors malheureusement, les hôpitaux universitaires ne sont pas repris, donc je ne peux pas vous dire, hormis mon salaire, je ne peux pas vous dire combien gagne en moyenne par demi-journée un chirurgien dans un hôpital académique. Mais vous voyez qu'un chirurgien cardiaque, c'est 600, un peu moins de 700 € par demi-journée. C'est du brut évidemment, hein, mais les retenues déjà prises à la source. Alors une chose qui est importante, qui est assez propre à la Belgique également, c'est concernant le conventionnement ou le déconventionnement. Eh bien, chaque année, nous sommes amenés à nous prononcer sur le fait d'être conventionnés, donc de ratifier un accord médico-mutualiste qui fait que l'on s'engage à ne pas avoir finalement de dépassement d'honoraires. En contrepartie, cela donne certains avantages sociaux donc à tous les médecins, et il y a relativement peu de chirurgiens qui le font, qui adhèrent à ces accords médico-mutualistes, à savoir, vous avez l'autorité, l'Institut national d'assurance maladie et d'invalidité, vous octroie 4 000 € pour une assurance pension ou une assurance invalidité par la suite. Donc ça fait une cotisation supplémentaire à celle que votre employeur, si vous êtes salarié, ou à ce que vous-même mettez de côté pour vos vieux jours si vous êtes libéraux. 85% sont quand même déconventionnés parmi les chirurgiens, évidemment. On a une discipline où il y a des actes, et donc il reste que 15% de conventionnés parmi les chirurgiens, j'entends. Hein. Il est évident que les endocrinologues, eux, préfèrent gagner les 4 000 € sur l'année. Ils n'ont pas une activité, d'autant plus qu'ils travaillent avec beaucoup de forfaits, c'est des disciplines avec forfait, donc c'est potentiellement moins intéressant pour eux. Et donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait propre à la Belgique. Alors, oui, c'est la crise, et donc là, le gouvernement doit chercher des financements. Et un effort supplémentaire de 370 millions va être imposé aux soins de santé, c'est sorti avant-hier. Donc ça commence à faire beaucoup de bruit, parce qu'il va falloir, évidemment, il n'est pas question de toucher aux droits des patients, il n'est pas question de toucher au remboursement des soins, ni à l'accès aux soins. Donc il y a une campagne qui a déjà débuté, mais de responsabilisation des chirurgiens, qu'on essaye d'impliquer de plus en plus dans les stratégies hospitalières, mais de plus en plus, ce ne sont plus des médecins qui sont à la tête des hôpitaux en Belgique, et donc on a plutôt des gens qui viennent d'écoles de commerce, qui parfois n'est peut-être pas plus mal, mais malheureusement ont aussi tendance à gérer un hôpital comme une boulangerie industrielle, et ça, c'est pas tout à fait la même chose. On assiste, je vous l'ai dit, à une désaffection des hôpitaux généraux ou académiques, avec un développement
paradoxalement de l'activité de chirurgie ambulatoire, qui est probablement une activité qui devrait se développer, on est en train de travailler là-dessus, se développer justement dans les hôpitaux non académiques, où on pourrait aller vers de la surspécialisation avec des gens qui font des interventions relativement, nécessitant une hospitalisation très courte, voire encore une fois en ambulatoire, et réserver probablement une pathologie plus lourde à des centres dits de référence, j'aime pas ce terme, même si on y est tous très attachés, pour les hôpitaux académiques ou autres. Alors évidemment, aujourd'hui, les budgets, il y a une nette restriction des budgets. Je suis encore dans les temps ? 23 minutes ? Bon, on va aller vite alors. Et pourtant, vous voyez, la Belgique, c'est le pays d'Europe où il y a le plus de robots. Alors, évolution, la prostatectomie radicale, on est passé à la laparoscopie à la fin des années 90. Et puis, vous avez 26 robots en Belgique, essentiellement utilisés soit par les chirurgiens cardiaques, soit surtout par les urologues. Alors, ça entraîne quand même, si on regarde les coûts liés aux frais d'amortissement, une augmentation des coûts de 13%. Alors, je vais vous faire rire parce que c'est une véritable histoire belge. 26 robots en Belgique, encore une fois, la densité la plus importante en Europe. Il n'y en a que 23 qui fonctionnent. Donc, certains hôpitaux se sont vus offrir ou ont réclamé pour certains chirurgiens un robot, n'ont jamais eu la formation suffisante parce que le robot, il ne marche pas tout seul. Je ne sais pas s'il y a des chirurgiens qui font de la laparoscopie robot assistée. Le robot, il faut le faire fonctionner. Et si on ne sait pas le faire fonctionner, c'est comme pour la chirurgie ouverte. Si on ne sait pas opérer, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, j'ai essayé de brosser rapidement, pas assez, mais les principes et enjeux de la chirurgie qui sont un petit peu différents de nos jours. Je crois que les principes, non, restent les mêmes et c'est ceux qu'on doit enseigner. Les enjeux, ils sont clairement différents. Aujourd'hui, on a des indices de performance, on est confronté à l'efficience et à l'efficacité, donc il faut aller vite, il ne faut pas qu'il y ait de complications. La culture de la qualité, elle est comment dirais-je, de plus en plus présente dans notre quotidien. Les objectifs économiques, actuellement, on évolue, je ne sais pas comment c'est en France, mais en Belgique, vers une forfaitarisation, non seulement pour les actes de radiologie et de biologie, mais également pour les actes chirurgicaux. Et on va commencer par tout ce qui est chirurgie ambulatoire. Donc, je vous l'ai dit, ça va entraîner un regroupement des structures et probablement le développement de structures plus avisées de chirurgie, prise en charge chirurgicale ambulatoire et des hôpitaux généraux, académiques ou autres, qui seraient plus réservés à la chirurgie lourde. Qu'en sera-t-il de la formation chirurgicale ? Comme pour le professeur Sharma, nos étudiants ne passent pas dans les hôpitaux privés. Il y a très peu d'hôpitaux privés en Belgique. Il faut savoir que ces hôpitaux privés réalisent à eux seuls un peu plus de 50% des dépassements d'honoraires, sachant qu'il y a 4 hôpitaux privés en Belgique qui fonctionnent. Plus de 50% des dépassements d'honoraires. Voilà, je vous remercie. Bon, c'était instructif avec des points très proches de notre pratique française et des points un peu différents, tout à fait belges. Avez-vous des questions ? Yves Chapuis. Pardon. On sait bien que la Belgique vient après les États-Unis en deuxième position pour la présence de robots avec une densité importante par rapport à la population. Et vous avez bien indiqué que cette activité chirurgicale représentait en termes de coût de santé un surcoût de 13%. Est-il exact qu'en Belgique, lorsque on se fait opérer ici en milieu universitaire ou en clinique privée, etc., les intéressés sont amenés à payer le supplément, c'est-à-dire prise en charge, disons, par le Fonds commun social, mais un supplément qui, en fonction de l'intervention, etc., peut être... Autrement dit, ça introduit tout de même une assez forte distinction dans l'accès à un certain type de soins pour la population. Alors, c'est ce que j'ai lu. Pouvez-vous me dire, le confirmer ou pas ? Alors, d'abord, je voulais juste, M. Chapuis... je suis ravi d'avoir l'honneur de répondre à une de vos questions parce que j'ai été un de vos élèves il y a de nombreuses années, milieu des années 80, pour moi nombreuses, et donc c'est moi qui posais les questions. Écoutez, c'est très simple. Effectivement, il y a des hôpitaux privés ou non privés et universitaires ou non universitaires qui demandent un supplément justement pour pallier aux frais d'amortissement. Et donc, globalement, c'est entre 1 500 et 2 500 € qui sont demandés aux patients. Alors, il faut savoir que vous avez des hôpitaux qui font de la prostatectomie radicale, de la néphrectomie partielle. Jusque-là, je crois qu'il n'y a pas photo, c'est très bien si on dispose de l'appareil. Vous avez aussi des hôpitaux qui demandent 2 500 € pour faire des vasostomies.
Donc évidemment, ça remplace le microscope et il n'y a pas de tremblement, mais quand même, c'est un peu poussé. Donc c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Nous, personnellement, nous y refusons. Et à l'hôpital, à Liège, ils n'ont pas, chez les francophones à Liège, ils n'ont pas de robot. Il y a un hôpital à côté sur Liège qui n'est pas universitaire qui demande un forfait de 1500. Et à l'UCL, ils ne demandent pas non plus de supplément. Monsieur Virag. Thierry, puisque je peux t'appeler par ton prénom, le docteur Ouméguer fait beaucoup de recherches en andrologie pour ceux qui ne le connaissaient pas ici et tout à fait de pointe, et nous avons des programmes communs au niveau européen. Mais je voudrais te poser une question tout à fait vis-à-vis des chirurgiens. Tu nous as dit qu'à peu près 80% des chirurgiens belges n'adhéraient pas au système de convention. Ouais. Quel est le prix pour cela d'une assurance médicale? Quel est le prix annuel de l'assurance professionnelle? Alors, ça va dépendre, pour ce qui les concerne, parfois en fonction des accords locaux avec leur direction, leur assurance responsabilité professionnelle peut être prise en charge. Mais globalement, pour un chirurgien cardiaque, une assurance responsabilité professionnelle pour 1 an, c'est 49 000 €. Pour un urologue, c'est 28 000 €. D'autres questions? Apparemment non. Merci beaucoup. Merci à vous. Exposé très documenté. Merci.